Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de rester fidèles au programme de Walf. Bienvenue à votre émission Opinion. Opinion a le plaisir de recevoir ce dimanche Sayer Seck, président du GAIPES. Monsieur Seck, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Faye. Merci d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. C'est tout le plaisir est pour moi et je vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter pour éclairer un peu la lanterne des Sénégalais. J'en profite pour saluer tous vos téléspectateurs. Voilà. Vous êtes président du GAIPES, groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal, président de la Ligue de football professionnel et premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football. L'actualité reste dominée par les accords de pêche que le Sénégal a signés avec l'Union européenne pour une période de 5 ans. 38 navires espagnols et français pourront pêcher dans notre pays. En échange, le Sénégal obtient une compensation de 15 milliards d'euros, un peu plus de 9,5 milliards de francs CFA. Seulement, il y a le GAIPES que vous dirigez qui rue dans les brancards. Le GAIPES qui déclare que cet accord n'est pas dans l'intérêt du Sénégal. Sur quoi vous fondez-vous, M. Sayer Seck? Alors, je voudrais tout d'abord rectifier, ce n'est pas que le GAIPES qui n'est pas d'accord avec cet accord de pêche, c'est l'ensemble des acteurs de la pêche. Pêche artisanale et pêche industrielle. C'est le GAIPES qui est à l'avant-garde. Tout à fait. Le GAIPES a le bénéfice d'être un peu plus structuré et donc d'avoir la possibilité effectivement d'éclairer la lanterne des Sénégalais. Cet accord de pêche, je voudrais être très précis. L'État du Sénégal a toute l'attitude de signer un accord au plan international. Et l'État est souverain et a la possibilité de négocier un accord de pêche. C'est à sa discrétion. C'est à sa discrétion. Ceci dit, nous avons estimé que la négociation d'un accord de pêche devrait répondre à un certain nombre de règles, à un certain nombre de normes, et également être profitable à notre pays. Il est quand même paradoxal que quand cet accord a été signé, tout de suite après sa signature, le ministre en charge de la pêche a commencé, lui, une campagne de communication et dans cette campagne de communication a visé le GAIPES. Le GAIPES n'avait pas encore pris position puisque le GAIPES a pris position publiquement sur cet accord de pêche lors de la conférence de presse de mardi dernier. Oui, mais le GAIPES a sorti un communiqué quand même, oui, dans la presse. Oui, non, mais tout à fait. Et en avant la conférence de presse. Non, mais tout à fait. Mais ça, c'est à la suite de la communication de monsieur le ministre des Pêches, disant effectivement qu'il allait lutter contre les lobbies du GAIPES et qu'il allait nettoyer le GAIPES en attaquant un certain nombre, d'ailleurs nommément un certain nombre de ses membres. J'espère qu'on aura l'occasion effectivement d'y revenir. Nous avons estimé que d'abord c'est la première fois depuis que je suis dans le secteur de la pêche, et Dieu sait que ça fait longtemps puisque je suis dans ce secteur depuis 1978, et donc le premier accord avec l'Union européenne de 1979, j'étais là. Et c'est la première fois depuis cette date qu'un accord de pêche est signé au Sénégal sans que les acteurs de la pêche, pêche artisanale, pêche industrielle, mais au-delà d'eux, les autres départements ministériels, que ce soit le représentant du Premier ministre, que ce soit le représentant du ministre de l'économie et des finances, ou le représentant du ministre des Affaires étrangères ne soit présent. Cet accord a été signé, quand on regarde les feuilles de présence des différentes réunions, par le ministre des Pêches, entouré de monsieur le directeur de l'océanographie et des pêches maritimes, de monsieur le directeur de la surveillance, du directeur de cabinet et du directeur du CRON. Oui, là sont ses plus proches collaborateurs. Tout à fait. Oui, ce qui est normal, non? Ce qui est normal. Oui. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est que l'expérience en matière de négociation d'accord de pêche, pour les 5 personnes réunies, le ministre et ses 4 collaborateurs, c'est 0 accord de pêche. Donc il n'y a absolument aucune expérience en ce qui concerne les négociations d'accords de pêche. Et je pense qu'il n'y avait aucune précipitation à avoir, et je pense qu'il n'y avait également aucune raison d'exclure
les autres départements ministériels, ainsi que les différents acteurs de la pêche. Et je pense qu'on aurait effectivement fait l'économie d'un certain nombre d'erreurs et un certain nombre de précipitations. Pour vous dire que cet accord a été un peu négocié dans la précipitation, à l'intérieur du texte qui est paraphé, parce que l'accord n'est pas encore signé, il faudra qu'il soit effectivement, qu'il passe par les procédures de ratification avant d'être signé. Donc l'accord n'est que paraphé, avec une clause d'exécution provisoire à sa signature. On a un certain nombre d'erreurs. Même dans les chiffres de la contrepartie financière, oui, qui est indiqué dans l'accord à 8 690 000 euros, quand on refait les calculs, on voit que c'est 8 720 000 euros. Le protocole n'est même pas paginé. Et donc, on a fait des choses dans la précipitation alors que ce n'était absolument pas nécessaire. Mais au-delà de ça, au-delà des questions de forme, cet accord marque une régression extrêmement importante du Sénégal en matière d'avantages obtenus lors des négociations des accords. En quoi marque-t-il une régression ces accords? Je vais vous le dire. Quand on prend l'accord de pêche lui-même, tout d'abord, la principale justification qui en est donnée par le ministre, c'est je faisais une régularisation d'une situation qui est une situation irrégulière. Absolument, c'est ce qu'Ali Haïdar a dit. Tout à fait. Alors, cette situation qui était irrégulière est le fait, et en cela, Ali Haïdar a raison, est le fait de 8 navires qui pêchaient dans nos eaux. Il s'agit des canneurs de Corona del Mar, le Gastelugate, le Nuevo San Luis, le Kermanchou, le Iribar Suleika, le Aita Frasco, le San Francisco Beria et le Pilar Torre. Voilà les 8 navires qui sont des canneurs qui pêchaient dans nos eaux. Il n'y a aucun navire qui battait pavillon sénégalais parmi les non, navires. Non, tous ces navires oui, battent pavillon et français et espagnol. Ou espagnol. Il y a un navire qui bat pavillon français, qui est le Corona del Mar, et tous les 7 autres navires battent pavillon espagnol et appartiennent à des armateurs qui habitent Guetaria dans le Pays basque espagnol. Nous les connaissons parfaitement. Mais quand on régularise cette situation, M. Faye, il s'agit de 8 navires. Pourquoi, à ce moment-là, l'accord concerne 38 navires? Vous l'avez vous-même dit en introduction. Donc il ne s'agit plus effectivement d'une régularisation. Il s'agit d'une régularisation de 8 navires, ainsi qu'une porte ouverte à 30 autres navires. Je voudrais dire de manière claire et officielle, et attirer l'attention des Sénégalais, que Monsieur le ministre accorde à des navires européens des possibilités de pêche pour 30 navires, là où les Sénégalais ont demandé dans les mêmes pêcheries pour le thon 5 licences depuis septembre 2013 qui sont refusées à date. Le ministre va dire on n'a pas eu de document notifiant le refus, mais le refus est dans la non-réponse et dans le refus de répondre. Mais également des autorisations demandées par des armateurs sénégalais pour le merlu qui ont été refusés aux Sénégalais et accordés aux navires de l'Union européenne. C'est quoi? Vous auriez souhaité qu'il y ait une sorte de discrimination positive à l'endroit des nationaux, des navires sénégalais? Mais ce n'est même pas une discrimination positive. Je pense qu'il est quand même logique et naturel que quand un armateur sénégalais, qui est un armateur clairement identifié, qui travaille depuis des décennies dans ce pays, de manière régulière, qui demande des autorisations de pêche dans une pêcherie où on peut autoriser 30 navires européens à pêcher, qu'on puisse lui donner l'autorisation. Ça me paraît normal. Il ne s'agit même pas d'une discrimination positive. Mënuñu jox les Européens des licences, alors que des Sénégalais qui demandent les mêmes licences, on ne leur en donne pas. Oui, le ministre... Alors, oui, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le ministre nous dit, ce en quoi d'ailleurs on est globalement d'accord avec lui, sur la ressource démersale côtière, on est en surexploitation. Sur le petit pélagique, on le réserve essentiellement à la pêche artisanale. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste les grands pélagiques. Et donc, l'industrie sénégalaise et les armateurs sénégalais n'ont que cette ressource pour développer le secteur de la pêche. Et la construction du Sénégal émergent passe par des investissements sur cette ressource.
Mais si cette ressource, on la donne de manière aussi rapide et aussi longue aux Européens, sur quoi le Sénégal va se baser pour développer effectivement demain? Il faut retenir, et je vous le dirai dans les régressions de cet accord de pêche, il faut retenir que ces Européens n'ont aucune obligation pour débarquer effectivement leur capture au Sénégal. En tout cas, au terme de l'accord. Je vous lirai l'article en question. Ok, alors, nous reviendrons tout à l'heure sur l'article en question. Mais que pensez-vous des déclarations du ministre quand il dit qu'il n'est pas là pour servir les intérêts de lobbying, que vous, en réalité, du GAIPES, il vous a cité nommément, vous n'êtes qu'un prête-nom et qu'il y aurait eu des lobbies tapis dans l'homme quelque part en Europe et qui tireraient les ficelles? Vous répondez quoi? Écoutez, très honnêtement, compte tenu du respect que j'ai pour l'institution, ministre de la République et du gouvernement, je préfère ne pas répondre à M. Ali Haïdar. C'est grave ce qu'il dit. C'est très grave. Absolument, donc il faut répondre. C'est très très grave. Mais M. Haïdar, je l'invite, avec l'ensemble des services de contrôle de l'État, à venir vérifier la totalité des actions qui portent mon nom. Tout le monde dans le secteur de la pêche, y compris lui, sait que je ne suis le prête-nom de personne. Et s'il sait qui est derrière effectivement les investissements que mon groupe réalise, je l'autorise à le dire de manière publique. Mais vraiment, Monsieur Faye, je travaille dans le secteur de la pêche bien avant Monsieur Ali Haïdar. Depuis novembre 1978, je suis un opérateur dans le secteur de la pêche. D'abord employé, ensuite petit investisseur, et enfin quelqu'un qui a cherché à se développer et à faire un certain nombre de choses. Vous servez les intérêts de personne? Je sers les intérêts du Sénégal et du groupe qui m'appartient, qui n'appartient à personne d'autre, et je mets publiquement au défi qui que ce soit de pouvoir prétendre posséder une seule action du groupe que je possède. Donc ça, ce sont des choses qui sont claires. Mais M. Ali Haïdar le sait. Malheureusement, quand on a fait, malheureusement, je dis une bêtise, après, derrière, comme on dit, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Mais soyons sérieux. Quand on est ministre de la République, on ne s'évertue pas à démolir ceux qui investissent, prennent des risques, essaient de porter la croissance de ce pays. Il cherche à vous démolir? Mais bien entendu. Mais le ferait-il à quelle fin? Écoutez, ce serait une bonne question pour lui. Monsieur Ali Haïdar traite l'ensemble des opérateurs de la pêche industrielle aujourd'hui comme des prête-noms, comme des soi-disant entrepreneurs, des soi-disant armateurs, des soi-disant industriels. En réalité, des gens qui sont des porteurs de valises et qui sont éventuellement, probablement des avaleurs de commissions. Mais c'est qu'il a une piètre idée des opérateurs de ce pays, de ceux qui doivent porter le Sénégal émergent. Et je le dis, il souhaiterait saboter le plan de Sénégal émergent. Ah oui? Ah oui. Vous pensez? Absolument. Parce que quand on attaque les opérateurs économiques de son propre pays, ceux qui doivent porter la croissance, les investissements, créer les emplois, c'est que c'est la base du plan de Sénégal émergent. Et quand on dit publiquement que je ne suis pas là pour les industriels ou pour les soi-disant industriels et les soi-disant armateurs. Oui, là, est-ce que là, vous réservez le droit d'ester en justice? Non, je crois que, très honnêtement, la meilleure méthode de traiter cette attaque, c'est le mépris. Et vraiment, je n'ai aucune intention d'aller en justice. Je vous ai dit, j'ai beaucoup de respect pour l'institution qu'il représente. Par contre, l'homme, j'ai aujourd'hui beaucoup de doutes sur l'homme. Mais vous savez... L'homme qui a beaucoup fait pour la pêche, hein, il a l'Océanium, qui est quand même une référence au Sénégal. Qu'est-ce que l'Océanium a fait pour la pêche? L'Océanium est une activité privée qui a combien d'emplois? Qui a quel chiffre d'affaires? Je vous repose la question. Quelle est la feuille d'impôt de l'Océanium? Je pense que vous êtes des journalistes, faites des investigations. Moi, le groupe que je porte,
monsieur Faye, en 5 ans, a réalisé au Sénégal près de 93 milliards d'exportations, totalement rapatriées jusqu'au dernier centime dans ce pays. En 5 ans, nous avons distribué en salaire 10 milliards de chiffres de salaire à des travailleurs sénégalais. Le groupe qui est le mien, autour de la Sopasen et de la CERT, je ne compte pas Diambar, emploie plus de 1100 personnes, dont 800 permanents. Oui, c'est beau tout ça, mais seulement il y a eu l'ancien ministre de la Pêche, Khoureyssi Thiam, sur ce même plateau, qui disait, je le cite, Saher Seck est le plus grand pilleur du Sénégal. Il a même eu à dire que vous avez eu à bénéficier d'un redressement fiscal et que votre bateau a été arraisonné en Bissau et c'était lui qui était allé partir, partir le chercher. Vous répondez quoi? Ces accusations très graves. Et là, vous faites l'objet d'une controverse. Oui, non mais tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure, qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Moi, je suis pilleur de quoi? Pour piller, il faut avoir la possibilité de pêcher sans avoir d'autorisation de pêche. L'ensemble des navires qui sont dans mon groupe, qui sont au nombre de 22, bénéficient de licences de pêche normalement acquises et octroyées par le ministre de la Pêche. Il n'y a jamais eu une seule rupture d'un jour d'absence de licence de pêche pour mes navires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que M. Khoureyssi Thiam aurait dû dire, c'est que s'il y a, malgré le fait que nous ayons 22 navires, donc l'armement le plus important, nous n'avons au Sénégal pas eu, et je le mets au défi, sauf une fois, un arraisonnement, notamment sous le magistère de Khoureyssi Thiam. C'était où? En Guinée-Bissau? Non, l'arraisonnement en Guinée-Bissau était... J'en ris, mais j'en ris. C'est du sérieux quand même. Non, mais c'est du sérieux, mais c'est vraiment l'utilisation la plus malhonnête possible de faits dont la responsabilité incombe exclusivement à Khoureyssi Thiam. Il a traversé les faits, c'est ce que vous êtes en train de dire. Totalement, totalement. Vous savez ce qui s'est passé dans le cadre de cet arraisonnement. Tous les ans, le Sénégal doit donner des licences de pêche. Cette licence de pêche doit être à bord du navire. Ce qui se passe, c'est que nous, dès le 1er janvier, nous payons nos quittances de licence et les cartons de licence quittent la direction de l'océanographie et des pêches maritimes pour aller dans le cabinet et dans le bureau du ministre des Pêches qui doit les signer. Il se trouve que nous devons pêcher en Guinée-Bissau, dans la zone commune entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Vous savez qu'en matière de pêche, la loi qui s'applique est la loi bissau-guinéenne. Dans le premier trimestre de l'année, il est convenu entre les deux pays que du fait des lenteurs pour la signature du carton de licence que nous avons payé, une liste des navires en règle est envoyée par la direction de la surveillance à la partie guinéenne pour donner la liste des navires sénégalais qui sont en règle. Quand nous étions dans la zone commune, nous avons fait l'objet d'un contrôle de la partie bissau-guinéenne qui nous a dit l'original de la licence n'est pas à bord du navire. On leur a dit soit, mais nous sommes dans le premier trimestre et voici la liste des navires qui sont autorisés à pêcher, dont notre navire à bord duquel étaient les éléments de la surveillance de Guinée-Bissau, qui nous ont dit, nous, on nous a demandé le carton à bord, vous n'avez pas le carton à bord, donc nous emmenons le bateau à Bissau. Donc on l'a arraisonné à tort. On l'a parfaitement arraisonné à tort. Et on a fait l'objet d'une amende de 11 millions de francs CFA que nous avons payé. Mais une fois que nous avons payé l'amende, j'ai écrit à Khoureyssi Thiam pour lui dire que si on a été arraisonné, d'ailleurs il s'est autoglorifié sur votre plateau d'avoir été celui qui a fait l'entremise. Il dit que l'amende était de 80 millions. Non. Et c'est lui qui a négocié. Monsieur Khoureyssi Thiam, on arrive à 11. Monsieur Khoureyssi Thiam n'a pas levé le plus petit doigt en ce qui concerne cet arraisonnement. C'est mon adjoint, monsieur Adam Alam, qui, dès le lendemain de l'arraisonnement, ce qui était plus grave, c'est que
une fois que le bateau a été arraisonné, le Zodiac qui nous a arraisonné est tombé en panne. Et pendant 2 jours, la Guinée-Bissau a utilisé notre propre bateau pour faire la surveillance dans la zone commune. Et c'est M. Adam Alam qui a été en Guinée-Bissau pour négocier, pour avoir ces 11 millions, que nous avons réclamé à Khourey Chikam, parce que c'était sa responsabilité si notre bateau s'est trouvé effectivement dans cette situation et que nous ayons dû payer 11 millions. Ok. Donc, voilà. Vous n'avez pas été de bon terme avec Khourey Chikam. Aujourd'hui non plus, vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec l'actuel ministre Ali Haïdar. C'est quoi? Parce qu'il se dit qu'à chaque fois que vos intérêts sont menacés, vous criez haro sur l'autorité en place. Écoutez, je voudrais d'abord savoir pourquoi, en tant qu'opérateur sénégalais, nous n'avons pas le droit d'avoir des intérêts. L'Union européenne est bienvenue au Sénégal négocier pour les intérêts des différents armateurs européens. Est-ce que pour autant on jette la pierre aux armateurs européens? Nous avons effectivement en tant qu'opérateurs des intérêts et nous défendons nos intérêts. Ceci dit, nous respectons tout à fait l'autorité. Mais à chaque fois que nous avons défendu des principes, il y a quelques années, en 1996, 97, 98, nous nous sommes élevés contre les licences des chalutiers pélagiques russes. Avant cela, on a eu l'épisode des chalutiers coréens qui visaient le poulpe en 1999, contre lesquels nous nous étions élevés. Mais ce sont des causes qui sont des causes nationales. Nous avons la possibilité aussi de nous taire et de faire comme si de rien n'était, de manière à être dans les bonnes grâces du ministre. Si Ali Haïdar avait signé un excellent accord pour le Sénégal, nous aurions été les premiers à applaudir. Quand il a arraisonné le Naïdenov et le navire Bogomolov dans le cadre de la lutte contre les chalutiers pirates russes, non seulement nous avons applaudi, mais nous lui avons écrit pour le féliciter chaleureusement et avons écrit au président de la République pour les féliciter chaleureusement de cette action. Donc nous, notre démarche est une démarche objective. Ce que nous avons estimé, c'est que cet accord est un accord qui n'est pas juste parce qu'il donne à des Européens ce qu'ils refusent à des Sénégalais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le segment de la pêche sur lequel on peut asseoir un développement du secteur est aujourd'hui donné à des conditions qui sont des conditions dérisoires, insignifiantes à l'Union européenne. Et tout ceci a été fait dans la précipitation, dans les conditions les plus opaques. Et voilà. Oui, dérisoire, vous avez dit que non, répond Dominique Delicourt, qui est la chef de la délégation de l'Union européenne au Sénégal, qui dit qu'en réalité que le Sénégal a bien négocié et que le Sénégal même aurait gagné au change comparé au Gabon et à la Côte d'Ivoire qui aurait reçu que 3 milliards. Vous répondez quoi? Écoutez, d'abord, en matière de pêche et en matière de pêche tonnière, le Sénégal, c'est pas ces pays-là qu'on cite. Ça, c'est la première chose. Comparaison n'est pas raison, dans ce cas bien précis. Tout à fait. Mais n'êtes-vous pas étonné que celle avec qui on négociait, j'allais presque dire contre qui on négociait, soit celle qui sort pour dire que le Sénégal a bien négocié? Cela voudrait-il dire que l'Union européenne a mal négocié? Mais elle a tout intérêt, effectivement, à dire que le Sénégal a bien négocié. Parce qu'elle a signé un excellent accord pour l'Union européenne. Elle a signé un accord parfait pour l'Union européenne. Ah oui. Et donc, en réalité, c'est l'Union européenne qui gagne au change. Voilà, évidemment. Et donc, il n'est pas étonnant qu'elle sorte en première ligne. Moi, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a négocié et qui sort pour dire, bon, celui avec lequel je négociais a tiré son épingle du jeu. Ça veut dire que moi, je n'ai pas été bon. Parce et que la j'ai pas tiré... crédibilité de l'Union européenne était en jeu également. Oui, non, mais tout à fait. C'est la raison pour laquelle je vous dis que ce n'est pas une attitude qui est une attitude objective. Quand on prend cet accord, Monsieur Faye, prenons tous les éléments. 1. La régularisation. De 8 bateaux, on est passé à 38 bateaux. Donc, convenez avec moi que ce n'est pas une régularisation. Parce qu'il y a 30 bateaux pour lesquels il n'y a pas de régularisation. Quand on veut régulariser, on s'en limite aux 8 navires qui étaient en pêche au Sénégal.
Premier élément. Deuxième élément, contrepartie financière. On nous explique que la contrepartie financière, j'ai entendu M. Ali Haïdar dire et répéter avec force que la contrepartie financière était de 15 millions d'euros. La contrepartie financière, M. Faye, les documents sont là, je vais vous en laisser une copie, si vous le souhaitez. Première année, la contrepartie financière fixe, pure, elle est de 1 058 000 euros. Pour la deuxième année, pour la troisième année, pour la quatrième année, elle est de 998 000 euros chaque année. Elle est de 918 000 euros la cinquième année. Et ça fera tout au bout des 5 ans. Ça fera 4 970 000 euros. À cela... En CFA, c'est environ 5 milliards de francs CFA, ça. Non, ça fait 4 millions, ça fait un peu plus de 3 milliards de francs CFA. Ça fait un peu plus de 3 milliards de francs CFA. De l'autre côté, on parle de 9,5 milliards. Non, mais moi je vous parle des chiffres qui sont dans l'accord. Le différentiel est important ici. Moi je vous parle de choses qui sont avérées, qui sont dans l'accord. La contrepartie financière pure, c'est environ 652 millions de francs CFA par an. À cela s'ajoute un appui sectoriel qui est de 750 000 euros par an, de la première à la cinquième année. Ça fait 3 750 000 euros. Quand vous ajoutez les deux chiffres, la contrepartie financière qui est payée par l'Union européenne, elle est de 8 720 000 euros, contre les 8 690 000 qui sont écrits dans le corps du texte. Oui. Et ça fait 5 milliards. C'est à peu près 1 milliard, si on compte l'appui sectoriel, qui est de 500 millions par an environ, 491 millions exactement. Ça fait 1 144 000 par an pendant 5 ans, contrairement à ce que M. Ali Haïdar a dit sur les ondes des radios, où il dit recevoir 15 millions d'euros par an, c'est-à-dire environ 10 milliards de francs CFA. C'est pas vrai. C'est pas vrai. À votre avis, quel est le montant que le Sénégal pourrait avoir s'il avait bien négocié? Je reprends vos propres termes. Écoutez, je ne peux pas vous dire quel est le montant, mais moi je n'aurais pas, en tout cas personnellement, négocié à 5 voire 10 fois moins que ça. Ah oui? Bien sûr, bien sûr. Si les bateaux de l'Union européenne souhaitent venir ici au Sénégal, c'est qu'il doit y avoir une contrepartie qui soit une contrepartie significative, qui permette au Trésor sénégalais de pouvoir régler éventuellement d'autres problèmes. Mais que peut faire le Trésor sénégalais avec 1 144 millions de contrepartie, dont les 491 millions sont un appui au secteur de la pêche, dans la recherche, dans la surveillance, mais également dans le programme des aires marines protégées, qui sont d'ailleurs au ministère de l'Agriculture, pas au ministère de la Pêche, et également dans le programme des mangroves, que l'Océanium, dans lequel l'Océanium travaille beaucoup, comme par hasard. Mais bon, c'est bien. C'est bien, si l'Océanium fait un bon travail, il faut aussi savoir le reconnaître, contrairement à M. Ali Haïdar, oui, qui ne nous reconnaît aucune qualité. Justement, Ali Haïdar disait que le GAIPES recevait 190 euros par tonne et par navire de 2006 à 2014. Vous répondez quoi? Ces accusations portées sur votre personne et par extension sur votre société? Alors, vraiment, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, où M. Ali Haïdar n'a pas compris, ou... Alors, c'est plus grave. Oui, expliquez-nous. Parce que s'il a compris et qu'il continue de dire ça, c'est grave. Le Sénégal, dans le cadre de l'accord tonnier, M. Ali Haïdar dit régularisation, que M. Ali Haïdar a d'ailleurs reconduit. J'ai là le document de reconduction que M. Ali Haïdar a fait de cet accord tonnier, qu'il régularise. Le document date du 15 novembre 2013 et dit le protocole d'accord tonnier entre le ministère de la Pêche et les armateurs français arrive à terme le 16 novembre 2013. Dans l'attente des négociations, en vue de son renouvellement éventuel, je porte à votre connaissance que celui-ci est prorogé au 31 janvier 2014. Mais, dans le cadre de cet accord, qui est un accord qui a été négocié entre l'État, les armateurs français et espagnols et leurs consignataires, il est dit, article 9,
Les captures vendues à Dakar le seront au prix déterminé comme suit. La moyenne des prix FOB Abidjan et FOB Dakar sur la base des offres d'achat des conserveurs de Vigo qui s'approvisionnent à Dakar. Ce prix sera minoré de 190 € tonne pour tenir compte des frais d'approche. Ce qui se passe, c'est que quand le Sénégal a exigé des Espagnols, de ses armateurs, qu'ils vendent aux conserveurs locaux au Sénégal, à ce moment-là, nous, on était loin de cet accord. Ah oui. Totalement. On n'est pas partie prenante dans cette négociation. Il est normal que le prix qu'ils ont et qu'ils encaissent rendu Espagne, s'ils vendent au Sénégal, soit minoré des frais d'approche, c'est-à-dire des frais de mise en FOB, du transport et des différents frais de manutention. Et ce sont les Espagnols eux-mêmes qui ont fixé ces frais d'approche à 190 €. Et donc, la moyenne des prix sur la base des offres des conserveurs de Vigo en Espagne est réduite de 190 € pour permettre aux Sénégalais qui sont ici d'acheter ce poisson, et notamment à la conserverie à l'époque, la SEE-SNCDS, d'acheter ce poisson. Où allait cet argent, ces 190 €? Mais ces 190 € n'arrêtent nulle part. C'est la même chose que, monsieur Faye. Vous avez un costume que vous envoyez en Espagne, que vous vendez à un Espagnol à 1000 francs CFA. On vous dit maintenant, ce costume, vous ne pouvez plus l'envoyer en Espagne pour le vendre à 1000 francs CFA, vous êtes obligé de le vendre sur le marché sénégalais. Mais au lieu de 1000 francs, puisque pour l'envoyer jusqu'en Espagne, vous payez 190 francs, ce costume, vous ne pouvez plus le vendre qu'à 810 francs, parce que les 190 francs sont les frais d'approche qui vous permettaient d'amener votre costume jusqu'en Espagne. Et M. Ali Haïdar n'a pas compris que ça, ce n'est pas de l'argent qui m'est versé. Comment? Il était versé à qui? Mais il est versé à personne. Il est versé à personne. Cet argent n'existe pas. C'est-à-dire que quand les armateurs vendaient à 1000 € la tonne, maintenant, ils étaient obligés de vendre au Sénégal et de vendre à la SEE-SNCDS à 810 € la tonne. La SNCDS transforme et quand elle exporte, elle a, elle, les frais d'approche. Et les 190 € de frais d'approche deviennent des 190 € que la SNCDS doit payer pour que son produit puisse aller en Espagne. C'est quand même élémentaire. C'est l'histoire du prix de vente plus les frais. Le prix d'achat plus les frais égale le prix de revient. Et est-il de bonne foi s'il dit cela? Mais évidemment que non. Mais c'est pas qu'il soit peut-être même de mauvaise foi, c'est peut-être simplement qu'il n'a pas compris. C'est peut-être simplement qu'il n'a pas compris. Mais monsieur Faye, cette histoire de 190 €, il faut bien comprendre. J'ai un prix d'achat qui est de 810. J'ai 190 de frais. Donc mon prix de revient est de 1000. Maintenant, on me dit que je dois vendre au Sénégal, donc je n'ai plus les 190 de frais. Donc les Espagnols vendaient le prix au prix de Vigo, moins 190 €. Oui. En tout cas, il y a des organisations de pêche qui invitent l'OFNAC et la CREI à se saisir de ce dossier. Êtes-vous prêt à répondre devant les juridictions compétentes? Complètement. Complètement et à l'aise. Il n'y a pas de... Je veux dire, la CREI, ça m'étonnerait qu'elle donne suite à ça. Ce document est un document qui est signé par le ministère des Pêches et les armateurs espagnols. Je ne suis pas signataire de ce document-là. Et aucun des armateurs espagnols ne pourra vous dire j'ai donné à Sahersec 190 €. Moi, quand j'achète à un prix, quand la SEE-SNCDS a acheté, la SEE-SNCDS a acheté au prix de Vigo, rendu Vigo, moins les 190 € la tonne. Et après, derrière, quand la SNCDS a fait sa production, mais elle a pu avoir maintenant l'ensemble de ses frais d'approche pour que son produit aille en Europe. Okay. Je veux dire, ça c'est vraiment absolument élémentaire. C'est exactement ce qui est enseigné en classe de CM1 et CM2
dans nos écoles primaires. Voilà. Le thon, selon Madame Dilicourt, est une espèce rarement pêchée par les pirogues sénégalaises et elle est en surplus dans les eaux sénégalaises, ce qui fait dire à la chef de la délégation de l'Union européenne que les accords seront bénéfiques pour le Sénégal. Vous répondez quoi? Non, les accords ne seront pas bénéfiques pour le Sénégal. Je vous ai dit, cet accord, en ce qui concerne la redevance, n'est pas bénéfique pour le Sénégal. 2, en ce qui concerne les embarquements de marins. Dans l'ancien accord, il était prévu l'embarquement de 50% d'inscrits maritimes sénégalais. Dans l'ancien accord. Dans cet accord, il est inscrit une obligation d'embarquement de 20% d'inscrits maritimes sénégalais ou ACP. C'est-à-dire qu'on est passé de 50% d'inscrits maritimes sénégalais purs à 20%, mais ces 20%, ça peut être ou des Sénégalais ou tout marin des pays ACP. Ça, c'est une avancée. Je vous pose la question, M. Faye. À votre avis? Non, évidemment. On passe de 50% de marins sénégalais purs à 20% d'inscrits maritimes sénégalais ou ACP. C'est une régression extraordinaire. En ce qui concerne les débarquements, l'ancien protocole, d'abord, l'ensemble de ces canneurs avaient obligation de débarquer au Sénégal. Ces canneurs pêchent environ 15 000 tonnes. Oui, mais elle dit que les espèces en question sont en surplus au Sénégal. Oui, non, mais même si elles sont en surplus au Sénégal, si elles ne sont pas pêchées et débarquées au Sénégal, c'est quoi l'impact pour le Sénégal? Et c'est quoi le profit pour le Sénégal? Si elles sont débarquées et que les Européens en fassent ce qu'ils veulent, c'est quoi l'intérêt pour le Sénégal? Quelle entreprise au Sénégal en profite? Où en profite l'économie sénégalaise? Mais dans l'ancien accord, les seineurs, c'est-à-dire les 28 autres bateaux qui se sont faufilés dans la régularisation, avaient une obligation de débarquement de 12 500 tonnes. Ça, c'était en 2006. Aujourd'hui, est-ce que vous savez à combien est réduite l'obligation de débarquement de ces navires? 0. Les 15 000 tonnes pour lesquelles il y avait une obligation de débarquement sont réduites à un article sur le débarquement où on dit les navires pourront, j'insiste sur le pourront et je le signale, pourront débarquer les captures qui auront été faites dans le territoire maritime sénégalais. C'est une faculté. C'est-à-dire que selon la volonté des opérateurs, cela peut être également 0. Donc on passe de 15 000 tonnes pour les canneurs et 12 500 tonnes pour les seineurs à 0 pour les seineurs et également potentiellement 0 pour les canneurs parce qu'ils ont la possibilité de faire ce qu'ils veulent, de débarquer ou d'exporter. Un autre point. En ce qui concerne les débarquements, il est, dans cet accord, autorisé les transbordements en rade. C'est-à-dire que les navires, aujourd'hui, n'ont même plus l'obligation d'arriver au port de Dakar et de permettre à l'activité portuaire de profiter de l'activité de ces navires qui ont bénéficié de licences dans nos eaux. Je vous rappelle que pour nos bateaux sénégalais, le transbordement est interdit, y compris en rade. Et donc, même l'activité portuaire est aujourd'hui remise en cause par cet accord. En tout cas, donc, oui. Quand on prend l'ensemble de ces points, vraiment, Monsieur Faye, nous, ce qu'on a dit, ce qu'on dit, c'est que si cet accord était un bon accord, nous l'aurions accompagné et nous aurions applaudi. Cet accord n'est pas un bon accord. Notre responsabilité est d'attirer l'attention du Sénégal, des Sénégalais et de son gouvernement et de demander au président Macky Sall de ne pas ratifier cet accord et de ne pas permettre sa signature. Oui. S'il faut le renégocier, que le Sénégal le renégocie dans des termes qui sont des termes plus avantageux pour notre pays, mais on ne peut pas effectivement dire que cet accord est un accord qui est bénéfique pour le Sénégal, oui. Sauf si on est du côté de l'Union européenne. Oui, en tout cas, il y aura un représentant de l'autorité sénégalaise dans les navires pour contrôler
les captures. Est-ce une bonne chose pour vous? Oui, tout à fait. Oui. C'est une bonne chose. Oui. C'est une bonne chose. C'est par souci de transparence. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas, quand vous avez un accord qui est basé sur les quantités qui sont des quantités pêchées, vous ne pouvez pas ne pas avoir la possibilité de surveiller les différentes captures. Parce que sinon, vous avez des déclarations qui sont des déclarations absolument fantaisistes. Ça, c'est le minimum de diligence, effectivement, qu'on peut avoir. Mais la question fondamentale, elle n'est pas la question de savoir est-ce qu'on va gagner un certain tonnage multiplié par 55 € ou pas. La question fondamentale, c'est qu'est-ce que cet accord apporte au Sénégal. Est-ce qu'il apporte au trésor public de manière significative de l'argent? C'est non. Est-ce qu'il augmente le nombre d'inscrits maritimes? Une dizaine de milliards. C'est pas une dizaine de milliards. Je viens de vous démontrer. Là, vous avez vos propres chiffres. Oui, non, mais le ministre également. Apparemment, vous aussi, vous avez vos chiffres. Le ministre, en tout cas, a ses chiffres. L'Union européenne a ses chiffres. Mais je vous ai dit, l'accord, nous allons finir par le rendre public. Parce que le ministre n'a qu'à le rendre public et que tous les Sénégalais le lisent. Vous l'invitez à rendre public? Ah oui, oui, totalement. Totalement. L'accord est là. L'accord est là. Et il n'y a pas de... Je ne sais pas si vous pouvez zoomer, mais je vous le donne à lire. Regardez. Lisez-le vous-même. Quels sont les principaux termes de l'accord? Non, mais lisez cet article-là, monsieur Faye. Je vous laisse la rapidité de le lire. Donnez-nous les principaux termes de ces accords. L'article dit, article 3, oui. Contrepartie financière. Dans le petit 1, un montant annuel en tant que compensation financière pour l'accès aux ressources de 1 058 000 € pendant la première année, de 998 000 € pendant les deuxième, troisième et quatrième années, et de 918 000 € pendant la cinquième année, comprenant un montant équivalent à un tonnage de référence pour les espèces ossements migratoires de 14 000 tonnes par an. Petit 2, un montant spécifique de 750 000 € par an pendant 5 ans en tant qu'appui à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche. C'est rigoureusement ce que je viens de vous dire. Maintenant, en ce qui concerne cet accord, ça, c'est la contrepartie financière. Maintenant, il y a un exercice qui est un exercice périlleux, qui est maintenant d'essayer de comptabiliser les licences que pourraient payer les navires de manière individuelle et que l'Union européenne ne paye pas. Ce sont les navires qui les payent. C'est pareil que les licences que mes bateaux payent ou que les bateaux de n'importe quel armateur, et les comprendre dans la contrepartie financière. Mais la contrepartie financière... Donc vous pensez qu'il a comptabilisé tout cela pour en arriver à une dizaine de milliards? C'est probablement ce qu'elle essaie de faire. Mais même si on en arrive à une dizaine de milliards, il faut dire que c'est une dizaine de milliards pour une période de 5 ans. Ce n'est pas pour 1 an. C'est pour 5 ans. Ça fait 2 milliards par an. Contrepartie financière, appui au secteur de la pêche, plus licence de pêche, payée par les armateurs individuellement. Mais il est constant que cet accord, pendant 5 ans, ne va rapporter au Sénégal que 8 720 000 €. Et d'ailleurs, les 750 000 €, il y a des conditions dans l'accord au terme desquelles l'Union européenne peut ne pas les verser. Okay. Mais bon, je pense qu'on n'en arrivera pas là. Voilà. Maintenant, jusqu'où comptez-vous aller dans ce combat contre ces accords de pêche? Écoutez, vous savez, nous, notre rôle, il est que dans ce secteur qui est le nôtre, n'en déplaise à M. Ali Haïdar, et même si, comme il le dit, ce n'est pas le ministre de la Pêche industrielle, c'est d'ailleurs peut-être le lieu et l'endroit de solliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour qu'il nous trouve au moins pour la pêche industrielle un ministre et un interlocuteur, parce que je pense qu'on a quand même un rôle à jouer en ce qui concerne le plan du Sénégal émergent. C'est quoi? Vous exigez la démission de M. Ali Haïdar? Non, non, ce n'est pas dans nos habitudes. Ce ne serait pas respecter l'institution qu'est le chef de l'État, qu'il a choisi. Ceci dit, nous l'invitons simplement. Il a eu l'aval certainement du chef de l'État avant de signer ces accords-là. Je pense que la prochaine fois que le chef de l'État sera en conférence de presse, il serait opportun de lui poser la question. J'en doute. Ah oui? Tout à fait. Vous pensez qu'il l'a fait à l'insu du chef de l'État? J'en doute en tout cas.
J'en doute. Et en tout cas, les feuilles de présence montrent que le représentant de Madame le Premier ministre n'était pas présent, ni dans les négociations à Bruxelles, ni dans les négociations à Dakar au moment de la conclusion de cet accord. On ne peut pas prendre ces décisions très importantes et qui engagent toute une nation sans avoir l'aval de l'autorité supérieure, hein, quand même. C'est peut-être la raison de ce trop-plein de communication où on estime devoir peut-être tenter de démolir ceux qui pointent du doigt les faiblesses notables effectivement de cet accord. Mais oui. Ça, c'est, je ne peux que m'en arrêter là, c'est la responsabilité du gouvernement. La seule chose que je dis, c'est que il est particulièrement irrespectueux et irresponsable pour une autorité de démolir le secteur privé qui est effectivement le fer de lance de la croissance. En tout cas, de le tenter de le démolir. Et encore, faudrait-il qu'il le fasse avec des arguments qui sont des arguments, j'allais dire, pour être dans le domaine du sport, fair play. Maintenant, voilà, quelle suite allez-vous donner à votre combat? Ben, écoutez, nous allons d'abord saisir monsieur le chef de l'État pour lui indiquer les faiblesses qu'il y a effectivement dans cet accord, où le Sénégal... vous savez, on a eu les réactions des ministres Djiboka et Souleymane Ndéné Ndiaye qui ont refusé des propositions qui étaient largement supérieures à ce que M. Ali Haïdara a signé. Parce que nous étions là. Et ça, nous pouvons effectivement en attester. Mais nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est alerter l'opinion, alerter le gouvernement et son Excellence, Monsieur le chef de l'État, et lui demander effectivement que le Sénégal prenne des meilleures dispositions pour défendre effectivement cet accord qui, de manière visible, a été signé avec très peu d'expertise. Voilà. Nous allons progresser, il nous reste peu de temps. Monsieur Sayer Seck, vous avez une autre casquette, président de la Ligue de football professionnel et premier vice-président de la Fédération sénégalaise de football. Alors, il y a des présidents de clubs qui parlent de corruption. On en est maintenant à ce qui a fait l'actualité un peu partout en Europe, des matchs truqués. Dans la poule B, l'avant-dernière journée, on a parlé de corruption dans les matchs. Est-ce que la Ligue Pro a été saisie de cela et est-ce qu'effectivement elle va donner suite à cette affaire? Alors, premièrement, la Ligue Pro n'a pas été saisie pour le moment. En tout cas, jusqu'au moment où je vous parle. Elle peut s'autosaisir. Oui, la Ligue Pro peut s'autosaisir, mais la Ligue Pro a fait mieux. Mais c'est pour répondre à votre question. Pour le moment, il n'y a pas eu de saisine de la Ligue professionnelle. Mais devant les enjeux qu'il y avait pour ces matchs de la Ligue 2, la Ligue Pro avait décidé d'envoyer des superviseurs dans chacun de ces matchs. Et donc, ces superviseurs doivent adresser à la Ligue Pro un certain nombre de rapports. Nous attendons les rapports avant ce week-end et dès la semaine prochaine, l'ensemble de ces rapports seront étudiés. Et s'il est nécessaire que la Ligue s'autosaisisse de manière à ouvrir des enquêtes, la Ligue Pro, sans aucune faiblesse, s'autosaisira pour ouvrir des enquêtes de manière à ce que derrière les conclusions de cette enquête puissent être portées à l'attention. Qu'est-ce qui risque de se passer s'il s'avère qu'il y a eu effectivement des arrangements dans les différents matchs? Écoutez, il y a nos textes et les textes fédéraux qui prévoient un certain nombre de sanctions et ces sanctions peuvent aller jusqu'à la disqualification des équipes. Donc nous appliquerons nos textes et sans absolument aucune faiblesse dès lors que s'il y avait effectivement des manquements graves notés à cet effet. Oui, la violence qui s'invite maintenant dans le foot, vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est une vraie plaie pour notre football. C'est un des fléaux contre lesquels nous devons tous nous armer de courage et faire face. Vous savez, la popularité de notre football ne peut pas effectivement aujourd'hui s'accompagner de violence. Il n'est pas possible, ni acceptable, qu'un match perdu sur le terrain continue dans les tribunes et que les Sénégalais qui sont de paisibles spectateurs ne puissent plus venir en toute sécurité effectivement dans nos stades et dans les enceintes du football. Et donc je pense que la Ligue Pro va se saisir, c'est un point d'ailleurs qui est inscrit à l'ordre du jour des prochaines réunions du bureau de la Ligue, de manière à ce qu'on puisse combattre cela. Ça va avec d'ailleurs la question des pratiques mystiques, parce que les ronds, l'essentiel de la violence
provient de pratiques mystiques, de bagarres autour d'un œuf ou d'une amulette qu'on jette, etc., etc. Et très honnêtement, avec tout le respect que je dois aux croyances de chacun d'entre nous, nous devons circonscrire cette pratique à l'intimité de la préparation de chacun des clubs. Mais une fois qu'on est au stade, on doit respecter les spectateurs et le spectacle. C'est le seul moyen par lequel on pourra développer notre football. Et si notre football, parce que, soi-disant, un arbitre aurait oublié un penalty, ou parce que les arrêts de jeu n'ont pas été décomptés à suffisance selon l'opinion des spectateurs, on se permet de casser la tête, les voitures et de se bagarrer, il n'y a aucune chance pour que la Ligue et le football local puissent effectivement se développer. Et donc on doit faire face, trouver l'ensemble des différentes solutions et avoir le courage de les appliquer. Oui, Sénégal-Kosovo, certains donc rient un peu sous cap parce qu'ils pensent que donc côté performance, le Sénégal ne peut rien tirer de cette rencontre. Vous, en tant que vice-président de la fédération, pensez-vous qu'il était pertinent d'engager une telle rencontre? Écoutez, il n'y a pas de rencontre qui ne vaille pas la peine d'être jouée. Vous savez, dans une préparation, on peut avoir des temps forts, mais on peut aussi avoir des temps faibles. Et rien ne nous dit d'ailleurs, pour le moment, parce que vous ne connaissez pas le Kosovo. Moi, je ne le connais pas. C'est une nouvelle nation du football. Rien ne nous dit que ce sera effectivement un temps faible dans notre préparation. Pensez que c'est de bons partenaires? Écoutez, je le saurai au soir de notre match à Genève. Et le tout dépend effectivement de ce que recherchent aussi les techniciens. Est-ce que les techniciens recherchent un adversaire de taille ou est-ce qu'ils recherchent un adversaire de moindre envergure de manière à asseoir un certain nombre de stratégies? Vous savez, la réalité d'un match, on a beau essayer d'être devin, on ne la sait qu'après le match joué. Je pense aussi que nous avons la faiblesse de ne pas nous être qualifiés pour la Coupe du Monde. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez beau vouloir jouer la Hollande, le Brésil, la France ou l'Allemagne, si la France, la Hollande, le Brésil ou l'Allemagne ne sont pas disponibles ou souhaitent jouer d'autres nations, vous n'y pouvez strictement rien. Est-ce que le Kosovo, c'est le choix du coach? Écoutez, je pense qu'il y a un moment où, dans ce type de démarche, le coach est devant un fait accompli. C'est-à-dire que si le coach veut jouer, je dis n'importe quoi, la Côte d'Ivoire, où le coach veut jouer l'Algérie, où le coach veut jouer le Brésil, et que le Brésil ne souhaite pas jouer le Sénégal, que la Côte d'Ivoire ne souhaite pas jouer le Sénégal, mais souhaite jouer un pays dans les caractéristiques d'une nation qualifiée en Coupe du Monde. Mais donc le Kosovo, c'était un choix par défaut? On peut le considérer. On peut le considérer, mais je veux dire, il faut que, quand même, au Sénégal, quand on n'a pas été qualifié pour la Coupe d'Afrique, quand on n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, que nous ayons l'humilité d'assumer notre statut, de faire profil bas et pour le moment de prendre ce qu'on a et de travailler pour effectivement être dans les nations qui comptent en football. Oui, 6 ans, donc le passage au football professionnel, ça fait environ 6 ans. Quel bilan tirez-vous de cela quand on sait qu'il y a des clubs qui ont des impayés, des arriérés de salaire à verser à leur jour? Est-ce qu'effectivement le football sénégalais est un football professionnel? Écoutez, c'est un football en voie de professionnalisation. On est dans le processus de professionnalisation. Vous savez, est-ce que quand vous regardez l'histoire du football mondial, est-ce que vous savez combien de temps la France a mis pour construire son football professionnel? Est-ce que vous savez combien d'années l'Angleterre, avec des économies qui sont des économies autrement plus développées que celles du Sénégal, a mis à construire son football professionnel? Est-ce que le Sénégal est suffisamment prêt à s'engager dans cette voie-là? Mais pourquoi pas? Je pense qu'il n'y a aucune œuvre sans la volonté. Et je pense que si des fils du Sénégal se réunissent de manière volontariste pour aller vers le football professionnel, on doit effectivement les accompagner. Au moment où je vous parle, des démembrements de l'État français subventionnent des clubs professionnels français. L'expérience, le Gabon vient de mettre 14 milliards de francs CFA pour le financement de son football professionnel. Et que met l'État du Sénégal dans le football professionnel? Pour le moment, zéro. C'est la volonté des dirigeants
qui ont voulu effectivement mettre en place un football professionnel. Alors, ce qui vous intéresse, c'est les trains qui n'arrivent pas à l'heure, évidemment. Mais et Dieu sait qu'il y en a. Oui, mais combien de trains arrivent à l'heure? Il y en a beaucoup plus qui arrivent à l'heure. La quantité de salaires payés est supérieure à 70% en ce qui concerne la Ligue. C'est donc, par rapport au football amateur, une avancée qui est une avancée considérable. Et je pense que c'est ça qu'il faut mettre en exergue, encourager les dirigeants, essayer d'obtenir une aide de l'État du Sénégal pour nous permettre effectivement de faire des pas dans le voie de la professionnalisation de notre football, parce que c'est la seule voie qui permettra à notre football local de sortir de l'ornière. Voilà, Saher Seck, merci infiniment. Vous êtes le président du GAIPES, groupement des armateurs et industriels de la pêche du Sénégal, président de la Ligue